Pardon, excusez-moi. Mauvais clic. Christophe, tu as la Ok, parole. ok, mais c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette session du Power 365. Alors je suis désolé, ce sera une session qui sera faite en mode distanciel. Les mouvements sociaux ont, je dirais, un tout petit peu entamé la possibilité que j'avais de vous rejoindre directement sur l'île. Mais je suis quand même de tout cœur avec vous et j'espère que cette session sera, mine de rien, relativement interactive. Donc n'hésitez pas, si vous en avez la possibilité, à poser vos questions. Il y a bien quelqu'un qui va relayer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Laporte, je suis consultant formateur depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé à travailler avec SQL Server au siècle dernier, c'était en 1997. Je suis certifié master sur le produit, sur SQL Server. J'ai la chance également d'être MVP depuis 2009 maintenant. Et au travers des différentes, des différents audits, des différentes prestations que je fais pour mes clients, je travaille sur différents clouds, dont le cloud de Microsoft, dont Azure, sur lequel j'ai un certain nombre de certifications, que ce soit du Azure Solution Architect ou des choses beaucoup plus spécifiques sur ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir Azure SQL et donc toute la partie database. Vous pouvez me rencontrer sur différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit du Twitter. Toutes mes présentations, tous les slides, etc., tout est disponible également sur mon GitHub. Si vous souhaitez m'envoyer un email, n'hésitez pas. En général, j'essaye de faire mes devoirs le soir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions a posteriori auxquelles je n'aurais pas répondu durant cette session. Merci à nos sponsors. Sans les sponsors, ce genre d'événement ne pourrait absolument pas avoir lieu. Donc, un grand merci à eux, quel que soit leur niveau de participation sur ce genre d'événement. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Sans sponsor, il n'y a pas d'événement. Sans événement, vous ne pouvez pas bénéficier, je dirais, de l'apport des différents interlocuteurs qui vont venir vous présenter un certain nombre de choses. Merci beaucoup à eux. Pour ma part, je vais vous parler de SQL Server sur Azure et en particulier l'offre PaaS, donc une offre vraiment managée côté SQL Server. Mais avant cela, en fait, depuis le début de la journée et probablement dans les sessions qui vont suivre, on vous vend du rêve. On va vous vendre un certain nombre de rapports, par exemple dans du Power BI, avec tout un tas de graphes, de cartes, de camemberts, de courbes, de lignes, etc. Tous plus beaux les uns que les autres. Et vraiment, on va vous vendre du rêve. Toute la problématique, en fait, c'est de remettre un tout petit peu les choses dans leur contexte et de revenir un tout petit peu à la réalité, revenir un tout petit peu aux fondamentaux. La première chose, c'est que ce qui est à gauche est une chocolatine et ce qui est à droite est un pain au chocolat. Donc, venant de Toulouse, je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce point de vocabulaire absolument fondamental. Pour ce qui est, je dirais, de la session, revenons sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux. On va donc parler d'SQL Server. On va faire un tout petit peu de préhistoire. 1958, les premiers modems, issus de la société Bell, sont arrivés sur le marché. Quelques années plus tard, la notion de cloud computing est arrivée. Donc, M. McCarthy a défini un certain nombre de concepts qui ont finalement jeté les bases du cloud computing. 1969, on voit ARPANET apparaître, ARPANET qui est finalement, on va dire, l'ancêtre de Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et quelques années plus tard, 4 années plus tard, en 1973, TCP/IP, donc le protocole de communication que vous utilisez aujourd'hui majoritairement, que ce soit depuis votre smartphone ou depuis votre PC, qui va vous permettre tout simplement de vous connecter à un service, qu'il s'agisse d'un service web, qu'il s'agisse de votre messagerie. Finalement, peu importe, tout l'échange de données aujourd'hui va s'effectuer généralement sur un protocole de type TCP/IP. 1974, bien que ce soit mon année de naissance, c'est aussi l'année de naissance de la société Microsoft, dont on va parler par la suite. 1981, le premier PC qui a été mis sur le marché par la société IBM. 1983, on adopte réellement TCP/IP comme un protocole d'échange, je dirais, entre les différents PC. Et ce protocole va être intégré à ARPANET. Ce qui fait qu'on voit apparaître également le premier serveur DNS. Et à ce moment-là,
ce que l'on peut qualifier d'internet finalement, ne permettait de connecter que 1000 ordinateurs dans le monde. On parle vraiment de 1000 ordinateurs répartis sur le monde entier. 1989, on a à ce moment-là 100 000 ordinateurs connectés, donc dans l'ancêtre d'Internet, avec un premier ordinateur portable, un premier notebook qui a été fait par Compaq, la société Compaq à l'époque. Et 1989, c'est également la première version de SQL Server. Alors fondamentalement, il était très différent de ce que l'on connaît aujourd'hui, puisque cette version-là d'SQL Server tournait sur OS de Warp, donc un OS qui n'était pas un OS Microsoft. Mais cette première version de SQL Server était finalement un travail commun entre Ashton Tate et ce qui finalement est aujourd'hui Sybase, donc la base de données Sybase qui a été portée sur de l'OS de Warp. C'est un travail commun entre Microsoft, Sybase et Ashton Tate. 1991, l'annonce publique du World Wide Web, donc du 3W tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, et l'Internet à usage général a été finalement édicté par le CERN. C'est vrai que je dirais dans les années qui précédaient, Internet était plutôt à usage, on va dire, quasiment militaire, ou en tout cas, c'était des choses qui étaient plutôt restreintes. Donc à partir de 1991, on passe vraiment sur une nouvelle ère. Donc, d'un point de vue préhistoire, il faut vraiment voir d'où l'on vient. Si maintenant on parle d'histoire à proprement parler, 1989, donc on l'a vu, la naissance de SQL Server, et on va directement faire un bond jusqu'à 2008. Je vais vous faire grâce des différentes versions de SQL Server qu'il y a eu dans l'intervalle, avec l'adoption de Windows comme plateforme, Windows NT typiquement. Donc, on va faire l'impasse sur cette partie-là, et on va donc directement switcher en 2008. Pourquoi? Parce que 2008, c'est oui, Windows 2008, SQL Server 2008, mais c'est surtout l'annonce du cloud Microsoft, donc de Windows Azure. Et à ce moment-là, dès les premières annonces, SQL Data Services, donc comprenez par là SQL Server, faisait partie des premiers services disponibles sur la plateforme. Donc dès le départ, Microsoft croyait réellement fermement que les données, que le stockage de vos données, le traitement, la gestion de vos données allait passer sur le cloud. Donc c'est vrai que tous les consultants vous vendent du rêve, vous dites, voilà, vous pouvez faire un rapport Power BI, vous pouvez aller piocher des données à droite à gauche, mais la véritable question, c'est où est-ce que je vais stocker mes données? Et donc, stocker des données, ça va faire partie de SQL Server. Avant même que vous les rendiez disponibles au travers d'un rapport, les stocker de manière relationnelle dans une base de données telle qu'SQL Server va faire partie de votre écosystème. En 2010, à ce moment-là, donc Windows 2008 R2 et SQL Server 2008 R2, pour ceux qui s'en souviennent. Mais à ce moment-là, on se posait aussi la question, est-ce que je dois virtualiser SQL Server? Est-ce que finalement, c'est le bon choix? Si on se reporte à ces années-là, 2009, 2010, 2011, on se posait réellement la question, est-ce que finalement, je dois laisser SQL Server sur une machine physique parce que j'ai peut-être des problématiques de performance quand je suis virtualisé, ou bien est-ce que finalement, je franchis le cap et je vais virtualiser SQL Server? Et à ce moment-là, donc, on a vraiment la publication au sens public du terme, donc accessible par des clients finaux, des services cloud, dont SQL Server. Donc, on a une annonce qui est fin 2008, début 2009, et ensuite, en 2010, on a la publication officielle et je dirais la version accessible par le consommateur final de SQL Server sur le cloud de Microsoft. Aujourd'hui, on en est à SQL Server 2019, qui est disponible sur Windows, sur Linux, voire même dans du Kubernetes sous forme de container. On a également des préversions de SQL Server 2022, donc une préversion publique, des CTP publics qui sont accessibles. Donc n'hésitez pas à les télécharger si vous souhaitez faire quelques tests sur cette nouvelle version. Et si on regarde côté Azure, Azure, c'est plus de 200 services. Alors, il y a du compute, il y a du web, il y a des machines virtuelles, il y a tout un tas de choses, mais cela comporte plus de 200 services qui vont être disponibles dans un peu plus de 68 régions. Donc là, on est en juillet 2021 sur 68 régions annoncées. Il faudrait regarder les derniers chiffres, ce sont des choses qui peuvent fluctuer, mais au final, peu importe qu'on ait 68 ou 70 régions, cela ne va rien changer. L'idée, c'est tout simplement que la plateforme est disponible de manière globale au niveau de la planète. SQL Server et Azure. Quelles sont les différentes possibilités que j'ai d'héberger SQL Server sur le cloud Microsoft? La première chose, c'est finalement issu
allez, on va dire d'une version qui est maintenant un petit peu ancienne de SQL Server, c'est SQL Server sur Linux, donc SQL Server 2017. SQL Server sur Linux, ce n'était pas forcément une fin en soi d'avoir SQL Server sur Linux, mais c'était plus finalement un jalon, un milestone obligatoire pour pouvoir intégrer SQL Server à l'intérieur de containers, et typiquement de containers Docker, parce qu'on pouvait très bien mettre SQL Server dans des Windows containers depuis les versions 2014 typiquement. Même si ce n'était pas supporté, on était capable de le faire. Et donc, mettre SQL Server dans un container a ouvert un certain nombre de possibilités et Azure a réellement profité de ces possibilités-là. La première, c'est tout simplement de le mettre dans l'offre ACI. Donc, vraiment, je démarre un conteneur avec une image de SQL Server, j'utilise ce serveur SQL, cette instance SQL, et une fois que j'ai terminé de l'utiliser, je peux très bien arrêter, détruire ce container. Alors, on est sur quelque chose qui pourrait très bien fonctionner en termes de production, mais c'est vrai que généralement, on préfère, je dirais, se focaliser sur des workflows d'intégration, par exemple, ou des scénarios de test par rapport à du ACI, donc Azure Container Instances. Ça fonctionne très bien, mais c'est vrai qu'en termes de production, on préfère utiliser Kubernetes. Donc Kubernetes, la notion de cluster, donc vous allez avoir différentes machines, différents hosts, même si c'est des machines virtuelles, peu importe. Vous allez avoir différents hosts, différents nœuds à l'intérieur de votre cluster Kubernetes. Et ce cluster Kubernetes va tout simplement héberger un ou n pods, donc des conteneurs qui vont exécuter SQL Server. Et là, d'un point de vue production, effectivement, c'est tout à fait valable. On a effectivement du SQL Server en production sur des clusters Kubernetes. Le gros avantage finalement de mettre SQL Server à l'intérieur d'un conteneur sur un orchestrateur de ce type-là, c'est qu'on a une solution qui ressemble finalement à ce qu'on appelle le failover cluster instance, donc le cluster de basculement que vous pouvez vous implémenter de manière très simple avec 2 machines virtuelles et un stockage partagé. Donc, sans se préoccuper de ce côté infrastructure, SQL Server à l'intérieur de Kubernetes va vous offrir cette fonctionnalité-là, donc la notion de FCI. Et très récemment, on a vu apparaître une nouvelle, alors je vais mettre des petits guillemets, une nouvelle édition de SQL Server qui est SQL Server Edge. Et donc là, on est vraiment dans un scénario assez spécifique, plutôt orienté IoT. Et donc, on va pouvoir exécuter SQL Server, par exemple, sur un Raspberry. Et donc, au niveau de mon Raspberry, je vais avoir un moteur finalement qui va piloter un conteneur. Et ce conteneur, ce sera tout simplement SQL Server. Donc, il faut juste imaginer, je n'ai pas besoin d'avoir un cluster Kubernetes sur mon Raspberry, mais il faut juste imaginer un moteur qui exécute des conteneurs et un de ces conteneurs peut être SQL Server. L'avantage, c'est que ce serveur-là, cette instance-là, va être par exemple très proche de machines-outils. Donc, on va collecter énormément de données et on va commencer à les préagréger de manière ensuite à les envoyer par exemple vers Azure où là, vous pourrez effectivement les consommer via du rapport Power BI ou ce que vous voulez derrière. Donc, on a une première offre qui est une offre basée sur des conteneurs. Vous pouvez aussi l'appeler du CAAS, Container as a Service, si vous le souhaitez. Mais voilà, c'est une offre basée sur des conteneurs. Historiquement, on a aussi la notion de machine virtuelle. Donc, on a vu que dans les années 2010, on se posait la question de virtualiser SQL Server. Aujourd'hui, on ne se pose quasiment plus ce genre de questions. Les quelques fragments, les quelques centièmes de pourcentage d'SQL Server qui sont installés sur des machines physiques, c'est peut-être pour garder les X petits pourcents de différence que l'on peut avoir au niveau de la performance sur de la CPU, typiquement, ou un tout petit peu sur les IO disques, mais on joue à peut-être 5% de perte. Est-ce qu'on a besoin de ces 5%? Je n'en suis pas sûr. Mais SQL Server, aujourd'hui, on ne va pas se poser de questions, y compris sur des très, très grosses VM. On va virtualiser SQL Server. Et donc, vous pouvez virtualiser SQL Server chez vous, on-prem, ou bien le mettre directement sur un cloud provider tel que Azure, avec des machines virtuelles qui sont réellement très bien dimensionnées par rapport à SQL Server. Si on compare avec d'autres cloud providers, que ce soit du Amazon, que ce soit du Google ou d'autres acteurs du marché, il est vrai que les machines virtuelles que l'on a chez Azure supportent très très bien la charge liée à SQL Server, de par le fait que l'on peut mettre un certain nombre de disques avec des disques performants, mais aussi par rapport à la notion de licensing, puisque l'on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des VM
à CPU contrainte. Donc, on va bénéficier de toutes les caractéristiques, mémoire, réseau, disque, de machines très, très conséquentes, et on pourrait potentiellement monter jusqu'à 400 cœurs dans certains cas. Mais on pourrait très bien dire, je prends toutes les caractéristiques d'une machine qui va avoir 32 cœurs et énormément de mémoire. Et cette machine à 32 cœurs, je vais la contraindre à 8 cœurs. Ce qui fait que d'un point de vue licensing, on ne va payer que 8 cœurs d'un point de vue SQL, tout en bénéficiant de toutes les autres caractéristiques de la VM. Donc, le IaaS, donc, quand on parle de machine virtuelle, il s'agit de IaaS. Le IaaS n'est pas forcément mort, ça peut dans certains cas vraiment être intéressant. Tout va dépendre de l'usage. Et ce qui nous intéresse au niveau de cette session, c'est SQL Server, on va dire managé, en offre PaaS. Vous pouvez aussi le voir sous forme de DB as a service, DB AAS. Mais grosso modo, on va parler de PaaS. Autrement dit, c'est Microsoft qui va gérer l'infrastructure, c'est Microsoft qui va s'occuper des sauvegardes, qui va s'occuper de la disponibilité de votre base. Vous ne vous préoccupez que de votre base de données, de votre application, de vos tables, de votre sécurité à l'intérieur de la base. Tout le reste va être géré par Microsoft. Et au niveau de l'offre PaaS, on va avoir deux possibilités. Soit je vais être en managed instance. Donc là, il faut vraiment voir qu'on a une compatibilité extrêmement proche de 100% par rapport à du SQL Server tel que vous le connaissez on-prem. Ou alors, on va avoir Azure SQL Database. Effectivement, à ce niveau-là, il y a quelques différences par rapport à SQL Server, vraiment très légères, mais on va dire que les deux services sont managés. On essaye de privilégier les managers d'instances quand il s'agit de migration d'applicatifs. C'est peut-être plus simple de migrer sur de la manager d'instance. Ou si par exemple, vous avez la nécessité d'avoir des requêtes cross-database, au niveau d'une manager d'instance, cela fonctionne. Si par contre, on est vraiment dans une philosophie d'application moderne, on préférera utiliser Azure SQL Database. Et là, pour le coup, je n'ai pas de requête cross-database, il va falloir que je passe par des tables externes. On va dire que c'est un petit détail d'implémentation, mais l'un et l'autre ont leurs avantages et leurs inconvénients. On va se focaliser sur Azure SQL Database, sachant qu'une grande partie du discours qui va suivre pourrait très bien s'appliquer à Managed Instance. Managed Instance, on va dire que c'est vraiment la version ultra proche de SQL Server, alors qu'SQL Database, on va vraiment bénéficier de tout ce que peut nous offrir le cloud au niveau d'un service managé. Donc, d'un point de vue Azure SQL Database, c'est vraiment un service managé avec un déploiement extrêmement rapide. Vous demandez une base de données dans les quelques secondes qui vont suivre, éventuellement quelques minutes, vous pourrez avoir votre base de données. À vous ensuite de déployer le schéma, donc vos tables, vos procédures stockées, vos fonctions, vos vues, etc. Le déploiement est extrêmement rapide. C'est un service managé, ce qui veut dire que toute la partie sauvegarde est totalement automatisée et c'est géré par Microsoft, donc par Azure. Vous n'avez absolument pas besoin de vous préoccuper de ce genre de choses. Éventuellement, ce que vous pouvez configurer, c'est la rétention. Par défaut, vous allez avoir une rétention en fonction du tiers que vous allez, du SLO que vous allez choisir, mais vous pouvez tout à fait décider de garder vos sauvegardes potentiellement jusqu'à 10 ans. Le maximum, c'est 10 ans au niveau de la rétention. La disponibilité, elle, va être aussi dépendante du tiers que l'on va choisir, mais le minimum, c'est un 99,9% en termes de SLA. Le meilleur que l'on puisse offrir, avec toutes les redondances possibles que l'on a au niveau du service, c'est 99,995, ce qui est probablement très largement supérieur à ce que vous pouvez avoir chez vous au travers d'une machine virtuelle. Le RPO de 5 secondes, donc Microsoft finalement s'engage à ne pas perdre plus de 5 secondes de données. Donc on a vraiment des choses qui sont extrêmement robustes au niveau back-end. Et un RTO de 30 secondes, ce qui veut finalement dire que en cas de problème, on aurait potentiellement une indisponibilité de 30 secondes. Donc les cas d'usage sont tout simplement des applications avec une philosophie réellement moderne, où on va peut-être dans certains cas aussi parler de microservices, mais ça ne concerne pas la base de données, mais on est vraiment sur une base de données qui va supporter votre application. Les performances sont totalement prédictibles puisque liées au tiers que l'on va choisir et donc au tiers que l'on va payer. Éventuellement, vous pouvez mutualiser les coûts. Ce n'est pas parce que je vais mettre 10 bases de données sur Azure que je vais avoir 10 facturations complètement différentes. On va voir ça dans un moment. D'un point de vue du service tiers, on va avoir le choix quand on va instancier finalement de la base de données
entre du general purpose, du business critical ou de l'hyperscale. Le general purpose, c'est vraiment la base de données qui à tout va. On va avoir de la performance, oui, mais il faut vraiment s'imaginer que mon service SQL va devoir faire appel à des fichiers de base de données qui seront distants, qui ne seront pas en local sur l'instance. Donc, on peut avoir un tout petit peu de latence disque par rapport au service tiers business critical, où là, on sait que l'on va travailler sur des disques SSD locaux, donc forcément avec une performance au niveau des IO disques qui sera bien meilleure. Alors, le raccourci serait de dire que General Purpose, c'est l'édition standard et Business Critical, c'est une édition Enterprise. Ce n'est pas vrai. Il faut prendre en compte la notion de fonctionnalité. Il y a certaines fonctionnalités qui sont présentes en Business Critical, d'autres qui ne le sont pas en General Purpose. Typiquement, le Business Critical va m'offrir un réplica accessible en lecture seule, de manière complètement gratuite. Donc, ça peut être intéressant si on veut faire de l'offload, par exemple, au niveau des lectures. Donc, il va falloir un petit peu piocher en fonction de vos besoins business entre le General Purpose et le Business Critical. Hyperscale, on en reparlera, il y a vraiment un slide spécifique. Pourquoi? Parce que c'est la version de SQL Server qui peut réellement scaler. Mais attention, on ne parle plus de scale-up, c'est-à-dire de grossir finalement le nombre de CPU et la mémoire, mais bien de scale-out. C'est-à-dire qu'on va faire du scale-out au niveau du compute, donc du traitement de vos requêtes, mais également du scale-out au niveau du stockage de vos bases de données. Et donc, on a des très, très bonnes performances quand on commence à avoir de très grosses bases de données. Aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été testées jusqu'à 100 teraoctets. Et on a, pour ces bases-là, des temps de backup et de restore qui sont vraiment exceptionnels pour ce genre de volumétrie. Donc, il y a des tests qui ont été faits sur plusieurs dizaines de terras avec moins de 10 minutes typiquement pour restaurer des bases de données de ces volumétries-là. Donc, fonction de la volumétrie, en fonction des ressources en calcul nécessaires, en fonction des fonctionnalités que vous allez souhaiter, est-ce que vous voulez ou pas avoir du Hekaton, donc du in-memory ou LTP, vous allez choisir entre du business critical ou du general purpose. Ensuite, c'est pas parce que vous allez fixer finalement votre tiers que vous ne pouvez pas en changer. Non, vous pouvez toujours faire du scale-up, du scale-down, du scale-in et du scale-out. La haute disponibilité, encore une fois, il y a des slides spécifiques. Donc finalement, quand on regarde Azure SQL Database, au départ, on se dit « Waouh, mais ça part un tout petit peu dans tous les sens ». Pour faire très simple, le General Purpose, c'est une instance SQL gérée par Microsoft et vous allez attacher sur cette instance-là votre base de données. Les fichiers sont stockés sur du stockage distant. Par défaut, il est en local, donc du LRS, mais si vous souhaitez avoir du ZRS, c'est une option qui est maintenant accessible. Si vous choisissez le Business Critical, imaginez finalement quelque chose qui soit complètement similaire au groupe de disponibilité tel que vous les avez aujourd'hui on-prem, avec du stockage SSD local, donc très faible latence, un réplica accessible en lecture seule, et on vous le cache complètement, mais effectivement, derrière, il y a un équivalent de groupe de disponibilité dans SQL Server. Hyperscale, donc j'avais promis un slide spécifique. On est vraiment sur de la montée en charge très, très rapide. C'est-à-dire que si un jour, vous avez vraiment des gros besoins en termes de lecture sur une base de données qui est relativement volumineuse, ajouter un nouveau nœud de compute, que l'on peut voir ici dans la partie haute du schéma, c'est quelque chose qui va être extrêmement rapide. C'est comme si finalement, je démarrais une nouvelle instance SQL et je lui dis, bah, tiens, en fait, toi, tu t'occupes au niveau du compute que du traitement de la requête. Tu as de la mémoire, donc l'équivalent du buffer pool, tu vas mettre des données en mémoire, mais d'un point de vue stockage, tu vas utiliser exactement les mêmes serveurs de fichiers, mais je dirais avec des très très gros guillemets. On appelle cela des page servers. Donc imaginez juste un SQL server.exe qui gère les fichiers de vos bases de données. Et la nouvelle instance qui a été créée, qui a été instanciée au niveau du compute, va pouvoir se connecter sur un page server. C'est quelque chose qui va être extrêmement rapide. Le scale-out est assuré donc au niveau du compute, mais c'est également assuré au niveau des page servers. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun des page servers va gérer une certaine volumétrie de données, donc entre 128 Go et 1 Tera. Et à chaque fois que vous faites grossir votre base de données, il faut imaginer qu'il va y avoir un nouveau page server qui va être alloué
et la répartition va se faire de cette manière-là. Donc, ce n'est pas parce que ma base de données pèse, mettons, 20 Tera que tout va reposer sur un seul fichier. Non, au contraire, il va y avoir du scale-out qui va être mis en place. Et encore une fois, d'un point de vue sécurité, vous aurez la possibilité de le gérer donc en redondance locale, en redondance de zone, voire en redondance géographique avec du read-only. Les compute serveurs, donc c'est vraiment ici que vont s'exécuter vos requêtes. L'idée, c'est tout simplement finalement, comme un Always On Availability Group, d'avoir des instances sur lesquelles vous allez pouvoir faire uniquement du select, et vraiment uniquement du select. L'intérêt, pour le coup, c'est que l'on pourrait même travailler sur ce qu'on appelle des réplicas nommés. Alors, la fonctionnalité est encore en preview, mais les réplicas nommés vont me permettre de faire varier les ressources de ces réplicas. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir un réplica avec 4 cœurs, un autre réplica avec 8 cœurs, et ensuite, applicativement, je vais me connecter sur l'un ou l'autre en fonction de la performance que je vais rechercher. On pourrait éventuellement même avoir des noms de bases de données différentes. Je ne suis pas sûr que ça aide en termes de troubleshooting, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On a même éventuellement une authentification qui peut être distincte. Mais l'idée, c'est vraiment de faire du scale-out à la fois au niveau du compute et à la fois au niveau des pages serveurs. Alors moi, à titre personnel, je rêve juste d'avoir un équivalent de cette architecture qui soit proposée dans une future version de SQL Server on-prem, parce qu'on va réellement franchir encore un cap au niveau de la performance d'un serveur de base de données. D'un point de vue des modèles d'achat, donc on a vu General Purpose, Business Critical, Hyperscale, mais après il faudrait aussi rajouter le basique, le standard et le premium. Ouais, ok. C'est juste deux manières de parler exactement de la même chose. Parce que dans certains cas, on va travailler sur ce qu'on appelle des DTU, un concept un petit peu flou qui va mêler du compute, de la mémoire et du stockage, avec la notion de vecteur. Là, par contre, quand on me parle de vecteur, je retombe sur ce que je faisais par le passé, mais potentiellement de serverless, c'est-à-dire que mon instance SQL, elle peut être éteinte et puis, au besoin, elle va tout simplement démarrer. Donc, quand on regarde les modèles d'achat, au bout d'un moment, on peut quand même avoir un petit mal de tête. Donc, globalement, voilà à peu près le schéma que l'on peut en tirer. Si vous décidez d'être en single database, donc vous voulez payer pour une seule base, vous avez le choix entre le modèle DTU et le modèle VCore. Le modèle DTU, on dira que c'était le premier qui était là et il a tendance à être abandonné. On va privilégier le modèle VCore parce que ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a l'habitude de manipuler. Et donc, en termes de prévision de coût, on est beaucoup plus à l'aise avec. Ceci dit, si vous voulez avoir des instances très peu chères, sur lesquelles vous allez passer 2-3 requêtes, des choses qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas besoin de beaucoup de ressources, le DTU en basique va coûter très peu cher. Et du DTU standard, on peut vraiment avoir des choses qui ne sont pas chères du tout, comparé à du Vector qui va me coûter beaucoup plus cher. Et en Vector, je vais retrouver mon Business Critical, mon General Purpose et mon Hyperscale. Vous pouvez aussi décider de facturer pour un certain nombre de databases. Donc, c'est ce que l'on va appeler l'Elastic Pool. Les bases continuent à être indépendantes. Cependant, je vais juste avoir une facture pour X databases. Mais cela veut dire que je vais partager les ressources entre mes différentes databases. Et encore une fois, je vais retrouver le modèle DTU et Vector. Le plus intéressant pourrait être effectivement le mode serverless. Si vous savez que votre application doit tourner par exemple 4 heures par jour, et c'est tout, et peut-être pas forcément tous les jours de la semaine, ça vaut peut-être le coup d'utiliser le mode serverless. En fait, vous allez tout simplement éteindre votre base de données et vous n'aurez absolument plus de facturation de compute, vous n'aurez que de la facturation au niveau du stockage consommé. Donc, c'est quelque chose qui peut réellement vous permettre de faire des économies. L'autre avantage du mode serverless, c'est qu'on va réellement s'adapter à la demande. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez un pic de charge, si vous avez configuré votre base de données pour osciller entre 1 cœur et 4 cœurs, vous allez être facturé entre 1 cœur et 4 cœurs et non pas tout le temps en 4 cœurs, donc tout le temps au max. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très intéressant. D'un point de vue sécurité, on a accès à de la redondance de zone, que l'on soit en General Purpose ou standard, ce qui est finalement la même chose, ou que l'on soit en Business Critical et en Premium. Si je demande de la redondance de zone quand je suis en General Purpose,
les fichiers de ma base de données vont être stockés sur du ZRS, donc du Zone Redundant Storage côté Azure. Et ensuite, s'il y a un problème sur une zone, on va démarrer finalement la base de données sur une nouvelle instance quelque part qui sera sur la zone numéro 2. Et donc, toute la répartition, tout l'aiguillage, le routage des flux va se faire au travers d'un Azure Traffic Manager. Si vous aviez opté pour du business critical, je vous ai dit que c'était l'équivalent d'un Always On Availability Group derrière. Dans ce cas, il faut juste voir que mes machines virtuelles, même si elles sont cachées, vont être réparties sur les différentes zones de ma région. Si ça ne vous suffit pas, on peut encore aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que, en plus de la redondance de zone, vous pouvez très bien rajouter ce que l'on appelle la géoréplication. Et la géoréplication, c'est ni plus ni moins que le fait de dupliquer quelque part votre base de données. Alors attention, la seconde base de données sur le serveur secondaire va être en lecture seule. Un tout petit peu comme sur du Always On Availability Group, encore une fois, ou du Read Scale Out, par exemple. Et à partir de ce moment-là, toutes les transactions que vous faites sur votre serveur primaire vont être envoyées sur votre serveur secondaire. Donc, votre application, par contre, doit connaître les deux chaînes de connexion, telles que vous le faisiez à l'heure actuelle avec l'application intent. Si vous faites du read-write, vous allez arriver sur le serveur primaire. Si vous faites du read-only, dans ce cas, une application intent égale à read-only, vous pouvez être redirigé sur votre serveur secondaire. Cerise sur le gâteau, au-dessus de la géoréplication, vous pouvez bâtir des groupes de basculement automatique, donc auto failover group, qui vont cette fois-ci apporter comme fonctionnalité un listener, donc finalement un nom de DNS, qui ne va pas changer même si vous basculez vos bases de données, puisque là, on va parler de plusieurs bases de données qui vont basculer ensemble. Vous allez avoir un listener qui va pointer sur le serveur principal, qu'il soit dans la région numéro 1 ou dans la région numéro 2. Vous n'avez absolument plus de chaîne de connexion à modifier quand vous allez utiliser des auto-failover group. Tout va être géré pour vous. Donc, vous êtes sûr d'avoir une infrastructure qui va tout le temps répondre en read-write, en read-only, quel que soit, je dirais, l'état des régions Azure. Donc, les failover group, c'est vraiment une solution qui est très, très intéressante. D'un point de vue sauvegarde, je vous l'ai dit, tout est géré par Microsoft. Les sauvegardes, par défaut, donc si je ne change rien à la configuration telle qu'elle est proposée en standard, la sauvegarde est read-only GRS. Donc, c'est-à-dire que vos sauvegardes sont présentes sur deux régions distinctes. Autrement dit, une région disparaît pour une raison X ou Y. Vous serez toujours en mesure de restaurer votre base de données parce que le backup a été recopié sur une seconde région. Et à l'intérieur d'une région, le stockage, il est toujours en LRS. Autrement dit, vous avez 3 copies de vos backups par région. Vous retrouvez 6 copies de vos backups. Donc, la perte est plutôt improbable. On est à peu près avec une durabilité de 16,9. Autrement dit, il y a plus de chances que la Terre se fasse frapper par un astéroïde et qu'on décime l'humanité plutôt que de commencer à perdre des fichiers. D'un point de vue rétention, la rétention par défaut va dépendre de votre tiers. Ça peut être du 8 jours, mais ça peut monter très facilement à 35 jours. Et à long terme, on peut aller jusqu'à 10 ans, y compris des bases supprimées. Ce n'est pas parce que vous supprimez une base que le backup va être supprimé. D'un point de vue stratégie, encore une fois, c'est Microsoft qui gère. Vous allez avoir un backup par semaine. Ensuite, vous allez avoir des backups différentiels. Alors, suivant l'activité de votre base, ce sera toutes les 12 heures ou toutes les 24 heures. Et ensuite, des sauvegardes des journaux de transactions, soit toutes les 5 minutes, soit toutes les 10 minutes, encore une fois, en fonction de votre activité. Donc, tout est géré. La seule chose dont vous avez besoin de vous préoccuper, étant donné que c'est un service managé, c'est votre application. D'un point de vue sécurité, parce qu'on a toujours peur de mettre des bases de données ou des données sur du cloud public, il faut savoir que, par défaut, il y a du chiffrement at rest. Autrement dit, physiquement, sur disque, les données sont chiffrées. C'est le boulot de Microsoft. Mais si vous voulez en rajouter une couche, rien ne vous empêche d'utiliser le TDE, le Transparent Data Encryption, qui existe aussi sur SQL Server depuis bien des versions maintenant. Donc, ce qui veut dire que même si vous avez peur que l'on vous vole vos données, ça voudrait dire qu'il faut déjà
arriver à déchiffrer votre certificat que vous avez apporté par rapport au TDE. Et ensuite, si vous avez peur qu'on vienne piquer un disque dur dans un data center de Microsoft qui sont relativement protégés quand même, il y a le deuxième chiffrement, donc le chiffrement à 13. Donc, le chiffrement est effectif, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Le transport aussi peut être chiffré, que ce soit avec du TLS, du Always Encrypted. Si vous utilisez des VPN, il peut y avoir de l'IPsec également. Donc, que ce soit d'un point de vue des data ou du transport, vous pouvez chiffrer. Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités présentes dans SQL Server, comme le Dynamic Data Masking, qui va vous permettre, encore une fois, en fonction des permissions de la personne connectée, d'afficher ou de masquer, par exemple, un numéro de carte bleue, une date de naissance, un numéro de sécurité sociale, quelle que soit l'info que vous souhaitez. Vous avez aussi des fonctionnalités de data discovery, de classification, qui vont vous permettre de dire, ah ben là, il y a peut-être des données qui sont sensibles, est-ce que vous voulez les protéger? Donc ça, c'est plutôt du proactif. On essaye de découvrir ce qu'il y a dans votre base pour vous dire, ce serait peut-être intéressant de protéger ces informations-là. Et d'un point de vue audit, je peux mettre en place des audits qui vont scruter ce qui se passe d'un point de vue accès aux bases de données, d'un point de vue des requêtes. La même chose que l'on est capable de faire sur un SQL Server on-prem. Donc, votre SQL Server sur Azure, en mode manager, n'est absolument pas plus vulnérable, voire j'aurais tendance à dire qu'il est presque moins vulnérable que le SQL Server que vous avez chez vous dans vos machines virtuelles. D'un point de vue du monitoring, le monitoring, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué on-prem. J'ai beau avoir plus de 200 clients maintenant, j'ai jamais eu 2 fois, 3 fois les mêmes expériences en termes de monitoring. Ça va de quelque chose qui est très très bien fait à rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a des bases de données, des serveurs SQL qui ne sont absolument pas monitorés on-prem. Et là, l'avantage finalement de passer sur une solution managée côté Azure, c'est que je vais avoir par défaut une expérience de monitoring qui va être relativement identique. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai ce qu'on appelle des métriques. Ça, c'est ce qui est fourni en standard. Et donc, je vais avoir pour ma base de données, je vais avoir des informations liées aux IO disques, liées à la CPU, aux sessions, etc. Mais si vous allez un tout petit peu plus loin et que vous rajoutez finalement ce qu'on a une petite VM, une VM télégraphe, d'ailleurs, vous pouvez faire exactement la même chose chez vous avec une VM télégraphe, un petit InfluxDB et du Grafana d'un point de vue de l'affichage, vous allez avoir ce genre d'interface. Donc, le service est encore en preview, mais il est vraiment très, très intéressant. Moi, je l'utilise y compris en production. Et là, on va retrouver exactement ce que l'on a aujourd'hui on-prem avec tous les compteurs de performance. L'avantage de cette solution-là, c'est que je ne sais pas, quand je regarde mon graphique, est-ce qu'il s'agit d'une base de données qui est dans SQL Azure ou bien est-ce que c'est une base de données qui est dans une VM Azure ou bien est-ce qu'il s'agit d'une base de données qui est dans une VM Azure qui est dans un groupe de disponibilité que moi j'ai construit à l'intérieur de mes VM Azure. Donc on a vraiment une expérience unifiée au niveau du monitoring qui est hyper intéressante. Et pour avoir la même chose on-prem, ça va réellement vous demander beaucoup, beaucoup de travail. Le point de vue du DBA, parce qu'on est quand même en train de parler de tout ce qui est fourni en termes de services. Je ne travaille pas chez Microsoft, je ne suis pas payé par Microsoft. D'ailleurs, je n'ai même pas d'action Microsoft, j'aurais dû depuis le temps. Mais d'un point de vue du DBA, l'offre, elle est réellement mature. Pourquoi? Parce que je vais avoir un grand choix d'un point de vue performance, d'un point de vue configuration. Si vous avez besoin d'une VM avec un cœur, vous pouvez avoir, pardon, pas une VM, si vous voulez avoir l'équivalent de un cœur d'un point de vue du compute, vous pouvez l'avoir. Si vous souhaitez avoir une VM avec, mettons, 80 cœurs, je peux avoir une VM à 80 cœurs, mais je peux aussi avoir un service managé, donc du Azure SQL Database à 80 cœurs. Si par contre vous voulez des choses un petit peu plus costauds comme du 200 cœurs ou du 400 cœurs, là pour le coup il va falloir revenir sur des machines virtuelles. Mais d'un point de vue manager, on a un énorme choix en termes de configuration. On a des fonctionnalités qui dépendent d'un petit clic finalement dans l'interface, dans le portail ou bien dans vos fichiers Terraform, peu importe. Des fonctionnalités de haute disponibilité, de disaster recovery, voire de scale-out qui sont hyper intéressantes. Et ce sont des choses qui sont parfois compliquées
à mettre en œuvre si vous n'avez pas la compétence au niveau du cluster, au niveau du stockage partagé, au niveau de votre entreprise. Donc, finalement, opter pour un cloud, c'est parfois aussi prendre la fonctionnalité, prendre la simplicité. Le monitoring et la sécurité, c'est vraiment extrêmement bien géré. Il faut voir qu'on a un firewall à 2 niveaux pour accéder à SQL Server et il est protégé du DDoS également. Donc, on peut avoir un firewall au niveau de l'instance, mais aussi un firewall au niveau de la database. Donc, on peut vraiment brider les accès au serveur SQL. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que par rapport à la version on-prem, on a des fonctionnalités qui évoluent en permanence. C'est-à-dire que ce qui va sortir dans SQL Server 2022, une grande majorité de ces fonctionnalités sont déjà présentes sur Azure. La simplicité de mise en œuvre, je ne vais pas vous le démontrer, mais instancier une base, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. D'un point de vue de l'offre PaaS, la maintenance, donc tout ce qui est backup, c'est à la charge de Microsoft. Donc, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper, est-ce que j'ai suffisamment d'espace dispo pour faire mes backups? La question n'existe plus. C'est une infrastructure qui est résiliente. Résiliente, on peut perdre un data center, on peut perdre une région, on aura toujours notre serveur SQL. Chez vous, on-prem, je ne suis pas sûr que si vous perdez un data center, vous soyez aussi résilient que cela. La question, finalement, elle n'est plus est-ce que je vais aller sur du Azure ou quand est-ce que je vais aller sur Azure, mais plutôt comment je vais y aller. Quelle plateforme est-ce que je vais choisir? Les vraies questions, elles sont là. Donc, en termes de migration, on va définir le downtime. Quelle est l'interruption de service que vous souhaitez avoir au maximum? Et ça va définir le comment je veux migrer sur Azure. Les besoins en termes de ressources matérielles, la taille, la disponibilité, ça va me définir la plateforme que je souhaite avoir. Dans tous les cas, à mon avis, Azure reste la meilleure plateforme pour SQL Server. Pourquoi? Parce que Microsoft possède le code de SQL Server. Ils sont capables d'écrire spécifiquement SQL Server pour fonctionner sur Azure. Ce qui veut dire qu'un autre cloud provider qui va vous proposer un service managé au travers de SQL Server ne va faire que du bricolage. C'est-à-dire qu'ils vont prendre SQL Server tel que vous l'utilisez dans vos machines virtuelles chez vous pour proposer un simili service managé. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas photo entre du SQL Server sur Azure et les autres cloud providers. À mon avis, partez directement chez Microsoft. Ce n'est pas du bricolage pour élaborer du PaaS, c'est vraiment dans le produit. Le produit est fait pour ça. Il est écrit dans ce but-là. Pour terminer, c'est ma dernière slide. J'ai le temps ou pas? Rapide. Allez, rapide. C'est pas. Alors souvent on se dit que le cloud c'est la fin du métier de DBA, il n'y aura plus de DBA parce que maintenant on va sur le cloud. C'est pas vrai. Le poste est toujours aussi attractif, voire même plus que jamais, parce qu'on se rend compte que ça va vraiment mettre en avant les compétences du DBA sur la partie performance tuning, l'architecture, la modélisation, et pas ah zut, le backup de cette nuit, il n'a pas fonctionné, il faut que je le relance. Donc, tout ce qui est tâches répétitives qui n'ont absolument pas de valeur ajoutée, ça n'existe plus. Donc, la partie compétences, les responsabilités, elles sont absolument identiques, que je sois on-prem ou Azure. Mais par contre, je vais acquérir de la connaissance supplémentaire sur du CAS, sur du PaaS, sur du réseau, de la sécurité. Donc, on a vraiment une plus-value au niveau du métier de DBA à ce niveau-là. Il faut juste tenir compte d'une chose, c'est qu'on a un volume attendu de 175 zettabytes à peu près en 2025. OK, on a 80% de données non structurées, donc tous les fils Twitter que vous pouvez imaginer et autres. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il reste 20% de données structurées, donc 20% de données dans des bases de données relationnelles. Donc, vous pouvez imaginer tous les rapports Power BI que vous voulez, tous les datasets Power BI. La donnée, elle est venue de quelque part à la base et ce sera des bases de données relationnelles. Donc, il reste encore 35 millions de terabytes à gérer. Donc, le métier de DBA, il sera toujours là. Christophe, je dois te couper. Merci, bravo. Et puis, merci pour ta tenue à distance. C'était juste canonissime. Et à très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.